Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Boulbès pour ce nouvel épisode de notre podcast Eureka Pluriel. Je vais lui donner la parole pour qu'il se présente et ensuite je vais introduire le thème du jour. Bonjour Thomas et bonjour à tous, je suis Olivier Boulbès, je suis expert comptable associé au groupe Eureka Pluriel et plus précisément en fait sur les agences du sud du bassin d'Arcachon. Merci Olivier. Donc le sujet du jour, c'est un sujet qui va certainement intéresser nos clients entrepreneurs puisque c'est un sujet qui peut être relativement anxiogène, qui est le contrôle fiscal. Et avec Olivier, on va discuter sur la définition et la présentation d'une procédure de contrôle fiscal, comment le préparer et puis comment aussi le dédramatiser pour nos clients avec des exemples qu'Olivier va nous donner. Et puis concrètement, la procédure, la notification qu'on pourrait recevoir et puis également la contestation. Donc je te donne la parole Olivier. Est-ce que tu peux nous définir simplement qu'est-ce qu'est un contrôle fiscal? Comment ça se passe tout simplement pour nos clients qui peuvent subir ce type d'épreuve? Tout contribuable, que ce soit une entreprise ou un particulier, a des obligations déclaratives fiscales permettant à l'État de percevoir toute une série de taxes. Sauf que les déclarations, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour qu'ils s'assurent de la correcte évaluation de celles-ci, selon les lois et règlements en place. Il se peut aussi que des déclarations soient omises. Ainsi, l'État, à travers l'administration fiscale, dispose du pouvoir de contrôler les déclarations et les actes utilisés pour l'établissement de l'impôt, suivant différentes modalités. Et cela se fait à travers un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal peut tant concerner une entreprise qu'un particulier. On constate d'ailleurs aussi qu'un contrôle fiscal qui débute avec une entreprise peut se poursuivre au niveau du dirigeant, donc personne physique. Lorsque l'administration constate des omissions, des insuffisances ou des erreurs d'imposition, elle peut procéder à des rectifications assorties, le cas échéant, de sanctions. Il faut tout de même préciser que ce droit de reprise est limité dans le temps. On ne peut pas non plus remonter jusqu'au calendrier grec. En règle générale, on est sur un délai de 3 ans. Par ailleurs, aussi, le contribuable dispose d'un certain nombre de droits et de garanties pour se protéger. D'accord. Donc, avant de rentrer vraiment dans la mécanique du contrôle, comment ça se passe? Le contribuable donc, qui a déclaré ses impôts ou qui ne les a pas déclarés, justement, va recevoir un courrier. C'est par un courrier, c'est par un email. Et ensuite, comment ça se passe? Il faut répondre, appeler l'administration fiscale dans la vraie vie. Alors, concrètement, déjà, en préambule, l'administration dispose de différents dispositifs pour faire un contrôle fiscal. Elle a déjà un pouvoir d'investigation, qui sont les opérations de contrôle à proprement parler, mais elle a également aussi la capacité de réaliser des procédures qui lui permettent d'obtenir des renseignements et d'effectuer éventuellement des recoupements. Par exemple, elle a une liaison avec l'URSSAF qui lui permet en fait de collecter toute une série d'informations et de s'assurer de la cohérence avec les informations dont elle dispose. Les opérations de contrôle revêtent ensuite différentes formes. Il peut s'agir simplement d'un examen critique des déclarations souscrites à l'aide des renseignements et documents figurant au dossier. C'est ce qu'on appelle en fait un contrôle sur pièce. Et c'est la majeure partie d'ailleurs des contrôles qu'on retrouve dans le cadre des contrôles d'impôt sur revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière de l'IFI. Il peut également s'agir d'un contrôle approfondi impliquant des investigations plus importantes, à savoir une vérification. C'est ce qu'on appelle le contrôle fiscal de manière un peu classique. Et dans les entreprises, cette opération prend la forme d'une vérification de comptabilité. Alors, cette vérification de comptabilité, comme tu me le demandais, se déroule en plusieurs étapes. Déjà, il y a l'étape sélection. Voilà, c'est pas n'importe qui est retenu. L'administration, déjà, identifie le contribuable qui doit être contrôlé. Ensuite, pour informer ce contribuable, elle lui envoie un courrier d'avis de contrôle. Ensuite, donc, à travers en fait, ce courrier est proposé une date de rendez-vous avec le ou la contrôleur. Ce premier rendez-vous est toujours proposé sur place. L'administration aime bien intervenir pour voir un petit peu le cadre d'exercice en fait, de l'activité. C'est un premier échange, vraiment. C'est une introduction en fait, à ce contrôle. Donc, c'est l'occasion en fait, pour le dirigeant notamment de présenter son entreprise, de présenter son métier, les spécificités, de faire une visite éventuellement des locaux. Voilà.
Ça peut être aussi l'occasion d'un premier développement sur un thème qui peut être à l'origine justement de la venue du contrôleur. Et c'est notamment aussi l'occasion de commencer à lister les documents qui seront demandés, de commencer à éventuellement en donner quelques-uns. Il y en a un qui obligatoirement doit être versé à cette occasion-là. C'est ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables, le fichier FEC. Et enfin, c'est le moyen aussi, ce rendez-vous, de fixer le calendrier des futures interventions du contrôleur. Ensuite, on arrive sur la phase de réalisation des contrôles à proprement parler, sachant que ce n'est pas non plus un spectre total qui sera regardé. Il y a des points principaux qui sont vraiment visés par l'administration. Le tout premier, c'est la TVA. Quelle que soit en fait l'origine du contrôle, ils regarderont toujours la TVA parce que c'est quand même à l'origine de entre 30 et 40% des ressources du budget de l'État. Donc c'est très sensible. Ensuite, il y a des points un peu classiques qui sont regardés de manière quasi systématique. Les relations intra-groupes, les relations avec les associés, des provisions, des charges exceptionnelles, des mouvements sur les comptes courants, etc. On constate aussi dans les faits que ces contrôles sont de moins en moins maintenant réalisés tous les jours sur place dans l'entreprise. Souvent, le contrôleur fait ces contrôles à distance, demande des documents avec des envois de documents sur la plateforme en ligne et fait des questions écrites. Ensuite, arrive, roulement de tambour, le rendez-vous de restitution, qui est l'occasion pour le vérificateur de présenter ses projets de rectification et d'en débattre avec le contribuable. En fonction de cet échange, donc, arrive ensuite l'avis de rectification. Et cet avis de rectification, soit on l'accepte, soit éventuellement on peut bénéficier de recours que je pourrais développer un peu plus tard. Merci Olivier. Alors, deux petites questions. La première, tu parlais effectivement de recoupement, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui vont peut-être déclencher un contrôle. Nous, les clients, parfois, ils nous disent « Oh, j'ai eu un contrôle parce qu'on m'a dénoncé ». Alors, pourquoi on est contrôlé? Comment l'administration décide de qui elle contrôle? Est-ce qu'effectivement, c'est un roulement tous les 5-6 ans? Est-ce qu'il y a des secteurs plus contrôlés? Est-ce que cette histoire de dénonciation, est-ce que c'est un mythe ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Okay. Alors, il n'y a pas véritablement de statistiques publiques sur les motifs et l'ordre des motifs. En revanche, quand même, on connaît de par les retours de l'administration ce qui justifie les principaux motifs qui peuvent conduire en fait à un contrôle. Le tout premier, ça c'est pour être bien au courant de la chose, c'est tout ce qui est incohérence ou erreur de déclaration. Il peut également aussi prendre l'aspect en fait plutôt être à l'origine de contrôle, c'est le non-respect de régulier des délais. Ça, des clients qui ne sont pas très sérieux dans l'implémentation ou qui remplissent mal leurs obligations seront sûrement en première ligne pour un contrôle. Ensuite, il peut y avoir aussi des opérations qui sont liées à Tracfin. C'est-à-dire que Tracfin, qui est le gendarme en fait, de tout ce qui est blanchiment d'argent, suite à des soupçons, en fait, des déclarations de soupçons qui lui ont été faites, peut transférer l'information à l'administration fiscale et générer ainsi un contrôle fiscal. Ensuite, il y a également comme motif régulier l'utilisation de régimes fiscaux à risque ou générant enfin des sorties de trésorerie pour l'administration. Je peux prendre l'exemple de tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation notamment. Donc l'État verse de l'argent à des sociétés dans le cadre de ces dispositifs-là, ce qui fait qu'ils seront quasi systématiquement contrôlés. Également, il y a les activités à risque. On n'a pas encore une fois de statistiques publiques, mais on sait de par les retours informels de l'administration qu'il y a des activités qui sont plus contrôlées parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de réalisation en fait, de redressement sur ces activités. On peut notamment citer le BTP, le bâtiment, la restauration, l'immobilier, mais aussi les micro-entreprises. Ensuite, il y a l'existence de comptes bancaires à l'étranger, de flux internationaux qui peut être aussi à l'origine de contrôle. Les antécédents fiscaux, parce qu'il y a un historique en fait sur le dossier. Une entreprise qui a déjà été contrôlée, qui a fait l'objet d'un joli redressement pour l'administration. Il y a des chances qu'elle revienne un peu plus tard pour s'assurer que finalement, il n'y a plus grand-chose à regarder. J'ai l'exemple en tête d'un dossier, d'un client. Bon, il y a une approche toujours un petit peu, on va dire parfois qu'il peut être amené à prendre des risques, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils trouvent quelque chose. Donc, ils reviennent tous les 3-4 ans, et on a quasiment en fait une récurrence là-dessus. Ils aiment pas trop retrouver les mêmes erreurs. Alors ça, vaut mieux éviter. En effet, qu'ils reviennent en fait parce qu'ils ont identifié un bon client. Le contrôle peut beaucoup plus loin se passer s'ils reviennent ils trouvent en fait une anomalie qui avait déjà été détectée, qui n'a pas été corrigée. Là, non seulement il y aura une conséquence financière dans le cas du redressement, mais en plus, il y aura un très gros surcoût pour le client
parce qu'on peut mettre en place en fait un dispositif de mauvaise foi, qui peut coûter très cher. Oui, ça, tu nous préciseras ensuite dans la partie redressement s'il y a effectivement des majorations et des pénalités. Oui. Deuxième petite question que je voulais te poser, est-ce que nos amis de l'administration fiscale utilisent l'intelligence artificielle? Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Entre 2022 et 2023, le nombre de contrôles fiscaux réalisés par l'administration fiscale française a connu une augmentation notable. En 2022, environ 849 000 dossiers de contrôle ont été effectués et 85% ciblés des particuliers. En 2023, ce chiffre a atteint près d'1 million de contrôles sur pièces de l'impôt sur le revenu, soit une hausse de 37% par rapport à l'année précédente. Et ces contrôles ont permis de notifier 15 milliards d'euros de redressement, soit une augmentation de 4,1% par rapport à 2022. Cette augmentation des contrôles s'explique notamment par le recours accru à l'intelligence artificielle pour cibler les contrôles. En 2019, 22% des contrôles ont été programmés grâce à l'IA. En 2020, c'était passé à 35%. C'est ensuite monté à 52% en 2022 et 56% en 2023. Et ça, par contre, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par l'administration fiscale. Donc, on est dans un contexte aujourd'hui de contraintes budgétaires fortes, avec un gros besoin de l'État d'avoir de l'argent, mais aussi des dispositifs d'intensification de la lutte contre la fraude fiscale, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de contrôles, et ces contrôles seront de mieux en mieux ciblés. Donc, ça, c'est extrêmement important de le souligner. Juste pour rebondir aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, dans les éléments aussi quand même qui amènent au contrôle, même si l'intelligence artificielle après va prendre de plus en plus de poids, la dénonciation, le signalement reste aussi encore un motif. Et c'est un motif tout à fait officiel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'administration en fait, favorise la chose et un dispositif existe de rémunération en fait, des dénonciations. Je comprends ce que tu viens de dire. Je ne te cache pas que moi, qui me considère comme un contribuable honnête, ça me stresse quand même un petit peu tout ça. Alors, comment on fait pour pas trop s'inquiéter quand on se considère comme un bon contribuable? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou le fait de se préparer ou de documenter son dossier quand on a une entreprise ou qu'on fait des déclarations personnelles? Comment on fait pour se rassurer avant que ça nous tombe dessus? Déjà, première chose, il faut anticiper. Ça, c'est extrêmement important. On n'attend pas forcément d'avoir un contrôle fiscal pour commencer à s'intéresser à la question. Donc, anticiper en dehors de toute vérification, en s'appuyant sur des conseils, experts comptables, avocats, et prendre des mesures par rapport à d'éventuelles positions risquées. Il se peut parfois en fait que le contribuable agisse en toute bonne foi, mais les textes fiscaux peuvent parfois en fait laisser place à une certaine interprétation. Et c'est là que c'est important en fait de bien échanger avec ses conseils pour savoir quelle position on peut être amené à prendre. Donc ça, c'est vraiment la chose préalable pour moi la plus importante. Ensuite, le jour où ça arrive, un contrôle fiscal, déjà aussi, il faut avoir une approche beaucoup plus... Enfin, il faut être extrêmement détendu sur la chose. L'administration fiscale ne vient pas parce que vous êtes absolument coupable de malversation. Non, elle vient parce qu'il y a toute une série de choses qui expliquent qu'elle vient. Ce qui fait que, on ne va pas mal l'accueillir. On va rentrer dans une attitude plutôt de coopération. On répond aux questions avec transparence. On fournit les documents dans les délais. On a une attitude coopérative. Ce qui fait que déjà, les choses peuvent être tout à fait favorables. Et on peut tout à fait aussi arriver à une situation d'absence de redressement. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, en tout cas, vraiment, avoir en fait aussi une attitude donc, anticipée et se faire accompagner. Ça, c'est vraiment 2 points clés en fait pour correctement appréhender la chose. Oui, je crois que c'est important parce que c'est vrai que quand on a autour de nous des gens qui ne sont pas à l'aise avec les questions fiscales, on voit que c'est des sujets complexes. C'est pas évident dès qu'on rentre dans la fiscalité personnelle ou des entreprises, bien sûr. Et j'ai envie de dire, les gens, en particulier les gens d'un certain âge où il faut maintenant déclarer essentiellement sur Internet, c'est pas facile pour eux. Donc, est-ce que notamment également sur des sujets où la vérité, par exemple, je pense à l'impôt sur la fortune immobilière, où la valeur d'un actif immobilier n'est pas toujours facile à déterminer. On voit aujourd'hui qu'il y a un marché immobilier qui est plutôt en perte de valeur. Comment on fait quand on veut être de bonne foi pour où c'est qu'on met le curseur? Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur comment déclarer certaines choses, en fait. Donc, c'est là où il faut avoir un accompagnement d'un professionnel. Ouais, j'ai l'exemple en tête d'un dossier, en fait, où c'est exactement ce que tu présentes. Dans le cas d'un contrôle, en fait, sur l'impôt sur la fortune immobilière, où le contribuable reçoit, en fait, un courrier en disant nous, administration, nous ne sommes pas d'accord avec... Enfin, nous questionnons sur les valeurs que vous avez déclarées et nous nous appuyons, en fait, sur des ventes qui ont eu lieu à telle adresse, telle adresse, telle adresse. Et là, on peut faire un joli petit triangle avec
le bien immobilier du contribuable en plein milieu. Voilà, donc il dit, bon, expliquez-nous la différence. Il se serait retrouvé tout seul, vouloir justifier. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Donc on a eu une approche en fait constructive déjà avec lui, disant, bon, est-ce que cette déclaration, cette valeur-là était vraiment de marché? Qu'est-ce qui justifiait qu'on était en dessous du prix de marché tel qu'il avait été identifié par l'administration fiscale sur des ventes références autour? Et donc on a eu vraiment une approche très économique, matérielle en fait des choses. Et donc là, on arrivait quand même à un niveau qui était beaucoup plus faible que ce que l'administration présentait, mais un peu plus élevé que l'origine de la déclaration. Donc on a contacté l'administration, on a échangé avec eux, on a pris un rendez-vous, le contrôleur fiscal a pris note de tous nos arguments, et finalement on est arrivé à un redressement qui était la proposition qu'on a faite. Donc l'administration fiscale, au moment ou autre, rentre dans un cadre en fait de relation, d'échange constructif. Elle n'est pas là pour absolument flinguer les personnes, quoi. Elle est là pour récupérer l'impôt à hauteur de ce qu'elle devrait normalement récupérer. Et ça, on a pu avoir cette démarche en fait plutôt efficace parce qu'on a travaillé avec le client. On était dans le cadre d'une discussion, d'un échange avec l'administration, avec aussi une pleine connaissance des procédures pour correctement réaliser ces échanges-là, quoi. Oui, c'est un premier redressement, n'est pas toujours le dernier et n'est pas définitif. L'administration fiscale est en capacité de discuter si on est de bonne foi. On va en reparler après. Donc ça, c'est quand même très important, cette capacité à pouvoir échanger lors d'un contrôle fiscal, notamment sur les notifications qu'on peut recevoir. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant et les vivre comme un point final, en fait. Oui, surtout pas, parce que il arrive que l'administration, ou un autre, se trompe dans son approche, en respect en fait des lois, règlements et jurisprudence, le contribuable soit reconnu comme de bonne foi dans la correcte application d'un texte. Donc en effet, c'est pas parce que vous êtes redressé en premier temps que vous êtes absolument en fait coupable de la chose, quoi. Est-ce que pendant la procédure de contrôle, donc les fois où le contrôleur va venir dans les locaux ou dans les échanges avec eux, est-ce qu'il y a, selon ton expérience, des choses à pas faire, des erreurs à pas commettre, des petits tips pour les contrôler, voilà, que tu retiendrais, toi, en particulier? Alors, déjà, comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut avoir vraiment une attitude totalement coopérative avec le contrôleur. Je me rappelle en fait d'un dossier où la contrôleuse était arrivée vraiment un cadre relationnel plutôt tendu. Je ne sais pour quelle raison en fait. Ce qui fait que je me disais, bon, le contrôle fiscal part un peu mal, parce que si déjà elle a une approche un peu stricte et dure en fait dans le cadre de ce premier entretien qui est censé être un échange, bon, je m'inquiétais un peu de la chose. Bon, il n'empêche, on a eu un rapport très courtois, très convivial, de présentation claire des choses. Dès qu'elle nous demandait quelque chose, on lui donnait. Et le contrôle s'est très très bien passé. Après, vraiment, elle a plutôt détendu son approche. Et finalement, ça nous a permis aussi des petites choses sur lesquelles on aurait pu avoir un petit redressement de l'enlever, parce que bon, elle n'a pas voulu en fait batailler sur tous les sujets. Il y a eu un ou deux sujets sur lesquels bon, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais on a eu quand même un rapport en fait cordial et convivial qui a fait que ça a été favorable pour le contribuable. Je repense aussi à un autre exemple où bon, c'était un nouveau dossier, il est arrivé, bien entendu, compte tenu de la qualité du dossier, il s'est fait contrôler. Et là, la contrôleuse a senti que le dirigeant a voulu un peu l'embrouiller, lui donner des mauvaises explications, etc. Et ça l'a plutôt, par contre, un peu tendu. Ce qui fait que le contrôle s'est plutôt mal passé, en fait, parce qu'elle sentait qu'en fait, une mauvaise foi chez le dirigeant. Et les conséquences derrière ont été assez dures en matière de redressement. Donc vraiment, l'approche déjà humaine est extrêmement importante. Ensuite, un point important, c'est la qualité de la comptabilité, quoi. C'est sûr que si vous tenez une mauvaise comptabilité, que c'est le bazar, etc., ça favorisera en fait une approche dure de l'administration. Donc ça, c'est important. Si vous avez une zone de risque, parce que ça peut arriver, comme je vous l'ai précisé, parfois on peut prendre des positions et on peut avoir un doute sur celle-ci. Bon, bien entendu, on ne va pas les offrir sur un plateau d'argent au contrôleur, on laisse faire son contrôle, etc. Et si bien, par contre, il tombe dessus, bon, on ne va pas non plus, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi, voilà. Et on essaie d'avoir une construction en fait d'explication et pour essayer de limiter au maximum en fait les conséquences liées à ce risque-là. Et enfin, dernier point clé, il faut se faire accompagner d'un spécialiste, voilà. Tant durant le contrôle que pour préparer la suite, il faut se faire accompagner d'un spécialiste, expert comptable, avocat fiscaliste. Ce qui permet en fait de correctement se protéger dans le fond, mais également dans la forme et le respect de la procédure. Oui, parce qu'effectivement, si on va, comme on va en discuter ensuite, vers une contestation, il y a une forme effectivement légale et contractuelle. Contractuelle, c'est pas tout à fait le terme, mais légale pour contester une notification. Il y a des délais de réponse
etc. Donc il y a une procédure de contrôle fiscal et il y a effectivement soit un expert comptable ou un avocat qui pourra vous guider pour ne pas faire d'erreur dans la forme de la contestation. Oui, parce que j'ai quand même connu, moi, quand même plusieurs contrôles sur lesquels l'administration n'a pas eu gain de cause, tout simplement par rapport au respect de la procédure. Peut-être que derrière, elle a eu gain de cause au niveau du fond, mais ne pas avoir respecté la procédure a fait tomber totalement son action. Donc, aujourd'hui, elle est beaucoup plus sensible et les contrôleurs font très attention justement sur ces respects. Mais en effet, ça existe toujours des erreurs de procédure, donc c'est important en fait de correctement se faire accompagner là-dessus, quoi. Alors, on s'approche de la fin du contrôle, donc on a ce qu'on appelle un rendez-vous de synthèse où le contrôleur va présenter en fait l'addition, si je peux me permettre, la Oui. douloureuse. Exactement. Alors, comment cette douloureuse, donc, comment elle se présente? Est-ce qu'il y a plusieurs types de situations? Je vous redresse d'un montant d'impôt que vous n'avez pas payé. Je vous applique des intérêts de retard. Enfin, explique-nous un peu les différents montants, la construction financière et comment on va contrôler la notification. Parce que parfois, c'est un petit peu difficile à lire. Il y a des questions de... Parce qu'évidemment, quand vous avez un contrôle d'une société, ça a un impact sur l'impôt société. Il y a la notion de cascade. Oui, c'est vrai que c'est assez technique en effet à regarder. Et c'est là aussi encore, j'insiste sur le fait de se faire accompagner. Bon, déjà, dans les grandes lignes, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification. Donc la proposition, elle doit être motivée de manière à permettre à l'intéressé de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Elle doit indiquer, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil. Et encore une fois, mieux veut le faire, pour pouvoir correctement discuter la proposition de rectification et répondre. Elle doit également mentionner le délai qui est ouvert au contribuable pour répondre. Elle apporte l'indication du grade et la signature de l'agent qui a fait le contrôle. Lorsque la proposition de rectification fait suite à une vérification de comptabilité, l'administration est tenue d'indiquer non seulement le montant de la rectification, donc le montant qui est redressé au niveau des bases, mais aussi le montant des droits, des taxes et des pénalités en résultant, mais également aussi les points de contrôle donnant pas lieu à rectification. Ça, c'est assez récent dans les procédures, ce qui protège aussi le contribuable pour la suite. En cas de reconstitution des bases, suite à un rejet de comptabilité, les méthodes suivies par l'administration doivent être clairement et complètement exposées. Pour éviter parfois des systèmes de double taxation, il y a ce qu'on appelle en fait un système de cascade en fait, qui est déterminé pour éviter en fait qu'on ait, suite à un contrôle sur une année, en fait, la conséquence double et tierce sur l'ensemble des 3 années, quoi. Donc c'est un peu particulier, mais ça c'est un dispositif de protection finalement du contribuable. Il faut aussi souligner quand même que tout ce qui est pénalité et intérêt de retard ne sont pas déductibles du résultat fiscal du contribuable contrôlé, de l'entreprise. Donc, il y a un enjeu en fait sur ces montants-là, quoi. D'accord. Sur le montant, si je vais parler un peu trivialement, si on tente un peu des choses par rapport à des textes fiscaux et que, en fait, on joue un peu sur la ligne blanche et que soit on est de mauvaise foi ou alors carrément on est dans un abus de droit. Est-ce que tu peux nous préciser la notion de majoration où on va payer l'impôt et ils vont nous dire en plus de l'impôt, monsieur, vous avez été de mauvaise foi, donc vous avez volontairement diminué votre impôt, donc il y a une majoration que tu vas nous dire. Et après, on peut aller plus loin dans la notion où finalement vous avez utilisé un texte fiscal de façon fallacieuse ou à votre intérêt, et là, il peut y avoir une majoration encore plus forte. Oui. Donc, à partir du moment où déjà vous vous faites redresser, de facto, l'administration va vous appliquer un complément. Ce complément, donc, c'est une pénalité qui, à minima, est à 10% du montant du redressement, plus des intérêts de retard. Et là, on est sur des intérêts qui sont fixés de manière légale. Bon, déjà, vous prenez donc déjà 10%. Ouais. Voilà. Ensuite, si on identifie chez le contribuable pour toute une série de raisons une certaine mauvaise foi, parce que par exemple, c'est pas la première fois qu'on le redresse dessus, ou parce que vraiment il a mis beaucoup de choses pour compliquer en fait le contrôle, ou il a fait disparaître des éléments, etc. Là, on peut mettre en fait un dispositif de mauvaise foi qui monte à 40% en fait le montant des pénalités. On peut aller jusqu'à 80% aujourd'hui. Donc, ce problème de mauvaise foi, il faut faire extrêmement attention, et d'où l'intérêt d'avoir une attitude constructive avec le contrôleur que l'inverse. Parce que ensuite, pour le faire sauter, ça peut être très, très, très compliqué. Voilà. La notion que tu abordais d'abus de droit est une notion qui a évolué dans les textes de manière relativement récente,
parce que le législateur en fait a élargi en fait ce contexte, le champ d'action en fait de l'abus de droit. Dans les grandes lignes, l'abus de droit, c'est le fait de dire j'ai utilisé un texte fiscal, mais uniquement pour des motivations fiscales, pas pour des motivations économiques qui ferait que j'ai pris telle option ou telle option. C'est uniquement pour gagner en fiscalité que j'ai fait ce dispositif-là. Et la définition a été légèrement corrigée pour que l'administration fiscale puisse, de manière assez large, pouvoir le mettre en place, quoi. Donc, c'est important toujours, en fait, que lorsqu'on réalise des opérations et qu'on prend une option fiscale, de choisir, de se faire accompagner et de correctement documenter sa décision, quoi. Parce que si on ne documente pas sur des éléments qui sont totalement extra-fiscaux, c'est le fait de dire j'ai choisi telle opération parce que ça m'est plus intéressant au niveau économique, parce que ça conforte des relations avec des tiers de l'entreprise, etc., etc. Enfin, une motivation qui est vraiment économique fera que l'administration fiscale ne pourra pas s'engouffrer sur ce dispositif-là. Si on n'est pas même parfois de justifier de manière avec des documents juridiques, avec des éléments économiques, une décision, cet abus de droit peut tomber et peut nous faire en fait subir une majoration très élevée en fait du redressement, donc jusqu'à 80% de mauvaise foi. Juste parce qu'il y a des clients qui pourraient dire en fait je tente, c'est que de l'argent, je m'en fous. Est-ce qu'il y a un enjeu judiciaire si on a un très gros redressement? Il y a parfois des décisions en fait qui peuvent aller jusqu'à du pénal, quoi. Le pénal, là, on est quand même sur une notion qui est très dure parce que on peut se retrouver devant des tribunaux en pénal, pas forcément pour des montants extrêmement élevés. Pour autant, on se retrouve exposé à des risques de prison avec sursis, à des amendes plutôt conséquentes et une absence en fait de couverture de votre assurance si vous avez une condamnation. Les assurances ne couvriront pas un risque pénal. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses pour essayer d'éviter en fait cette situation qui est quand même plutôt grave. Alors, on se retrouve, j'avoue, moi, des situations où les dirigeants se retrouvent au pénal pour, voilà, c'est extrêmement rare. Mais il est important quand même d'avoir une pleine conscience en fait des décisions qu'on peut prendre. Donc, sans aller jusqu'à cette lourde conséquence. Déjà, vous pouvez quand même parfois vous retrouver simplement avoir une condamnation plutôt forte et avec des conséquences financières lourdes. Donc, les décisions qu'on prend sur des options fiscales, mieux vaut les avoir bien déjà travaillées en interne, en amont, avec vos conseils, d'avoir une pleine conscience en fait des risques encourus et dans ces cas-là, de prendre en fait les décisions par rapport à ça. Juste pour préciser, c'est ce qu'on appelle la poursuite pour fraude fiscale. Oui. Bon. On en voit quand même assez souvent dans la presse, puisque malheureusement, de façon peut-être logique, certains sont condamnés pour ça. Juste précision également, tu parlais d'accompagnement. Je pense qu'il faut que les clients ils soient bien conscients qu'on ne peut pas accepter tous les conseils qui sont faits et qu'ils restent responsables, peut-être conjointement avec leurs conseils, si les conseils sont de mauvaise qualité. Mais le dirigeant ne peut pas dire c'est pas moi qui ai pris cette décision, puisque c'est lui qui paye l'impôt et c'est lui qui dirige et qui est en fait le premier visé par une fraude fiscale ou un contrôle fiscal. La situation finalement où le conseil peut accompagner le dirigeant dans une condamnation, c'est la situation où le conseil a mal conseillé le client, ne l'a pas orienté sur la bonne voie et a mal interprété un texte, etc. Donc éventuellement, sa responsabilité peut être à ce moment-là engagée. Mais si le conseil, à un moment, a écrit ne faites pas ça parce que sinon vous prenez ce risque-là, en effet, le dirigeant, c'est lui en pleine conscience qui a pris cette décision-là et qui se retrouve exposé. Donc, on ne peut pas toujours trouver en fait comme explication à une situation le fait que ce sont les conseils qui n'ont pas fait leur boulot, quoi. Bien entendu. Bon, extrêmement intéressant. Donc, on voit que en fait, il faut tout faire pour ne pas arriver dans cette situation de redressement important qui pourrait effectivement déboucher vers une poursuite peut-être plus grave, vers de l'abus de droit ou de la fraude fiscale ou des montages fiscaux frauduleux. Donc être extrêmement quand même prudent aujourd'hui. C'est vrai que ce qu'on disait, c'est qu'il y a et le recoupage entre les fichiers d'écriture comptable, les déclarations qui sont toutes maintenant informatiques. Je pense qu'on peut dire quand même en conclusion que s'amuser à ne pas déclarer ses impôts serait une énorme faute. Et qu'aujourd'hui, peut-être à la différence d'il y a une vingtaine d'années, l'administration a beaucoup de moyens de les recevoir et d'apprécier
des dysfonctionnements et les mailles du filet sont quand même très petites, avec un mécanisme derrière judiciaire et fiscal qui est quand même très strict. Donc il faut quand même, je pense, en amont être prudent. Tout à fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus de contrôles. Les contrôles seront de plus en plus efficaces. Mais il faut quand même aussi souligner, tout de même, en légère atténuation, que l'administration fiscale, et c'est une demande en fait, maintenant plutôt depuis assez ancienne de Bercy, que l'administration fiscale est une approche constructive avec les contribuables et avec les entreprises. Ce qui fait qu'avant déjà de se retrouver devant les tribunaux, il y a toute une série en fait, d'étapes, de discussions qu'il peut y avoir au niveau du département, au niveau national, avec les commissions de conciliation, etc., qui peuvent permettre en fait, d'avoir une discussion qui nous évite quand même au moment de se retrouver dans des procédures longues et coûteuses devant les tribunaux. Dans quelle mesure, toi-même et Eureka Pluriel, vous pouvez intervenir sur ce grand chemin de la fiscalité et de son contrôle? Déjà, on intervient au quotidien auprès d'entreprises pour correctement en fait, sécuriser leur activité, que ce soit au niveau fiscal, social, juridique. Et ça, déjà, c'est une première étape. C'est déjà correctement se faire accompagner afin de prendre les bonnes décisions et en toute bonne foi, d'être en sécurité sur les dispositifs fiscaux qui sont applicables. Ensuite, il se peut en effet qu'on se retrouve parfois des décisions à prendre sur des arrêtés de compte, etc. Et notre rôle, c'est de correctement aiguiller et exposer aux dirigeants les éventuels risques qu'il prend dessus et qu'il en prenne ses responsabilités. Ensuite, au moment autre, si le risque est trop élevé, c'est notre rôle aussi de dire stop. Voilà. De dire, là, ça va, c'est pas admissible et on ne souhaite pas non plus engager notre responsabilité dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment un dialogue, une construction avec le dirigeant. Ensuite, si une procédure arrive, parce qu'il y a un contrôle qui se passe, déjà, un correct accompagnement du contribuable durant son contrôle sur les volets relationnels avec l'administration, etc. Ça, c'est quand même un point clé. Correctement expliquer les dispositifs, etc. Ça, c'est quand même important pour que le contrôle se passe bien. Et enfin, si on passe sur des phases plus contentieuses, c'est souvent en fait aussi qu'on s'appuie sur l'expérience et la compétence d'avocats fiscalistes pour vraiment avoir en fait une force de frappe importante et rassurante pour le client, qu'il soit vraiment pleinement en fait défendu en fait dans ses droits et ses intérêts. Donc, conclusion, est-ce qu'on peut quand même dormir tranquille le soir ou il faut quand même avoir un peu peur? Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, sinon ça serait horrible. Voilà, il y a 3 règles clés qui permettent de dormir tranquillement tous les soirs. On a assez suffisamment comme ça de problèmes au quotidien dans nos activités, etc., sans qu'on en rajoute là-dessus. Donc déjà, bien se faire accompagner avec des bons conseils, experts comptables, avocats fiscalistes, ça c'est quand même un point important. Tenir correctement sa comptabilité, anticiper, ça c'est un deuxième point important. Et ne pas voir en fait la survenance d'un contrôle comme un affront, comme une suspicion de malversation de la part de l'administration. Écoutez, c'est comme ça arrive, c'est une procédure normale. Et l'idée, c'est que ça se passe au mieux. Voilà. Je suis rassuré, Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Thomas.